Yaorana. En Calédonie, on dit Bozou. Mais il y a 28 langues différentes, donc je ne les connais pas les 28. Merci de votre présence ce soir. Donc nous allons parler de l'influence des émotions et j'ai mis le titre « Même pas peur » parce que c'est ce que disent les enfants souvent quand ils n'ont pas peur d'un certain nombre de choses dont ils devraient parfois avoir peur. Donc c'est un titre un petit peu qui tente d'attirer l'attention. Donc vous l'avez compris, on va parler de l'influence des émotions dans la communication relative à la santé publique. On balayera un peu tout, et la santé vis-à-vis de l'alcool, et la communication vis-à-vis de ne pas trop consommer d'alcool. Ça peut être également l'alimentation, on va aller sur le fait de fumer, les drogues, etc. Ces communications-là. Pourquoi certaines ne marchent pas ? Pourquoi d'autres marchent bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux? L'idée est comment est-ce qu'on peut arriver à modifier la perception des consommateurs ou même leur comportement afin qu'ils suivent les recommandations de santé publique des États, voilà, quels qu'ils soient. Alors, j'ai été déjà bien présentée, donc je pense que vous avez compris qui je suis, mais en quelques minutes. Donc, je suis psychologue sociale et j'ai une formation à la fois en psychologie et en marketing. Et donc, j'ai fait une thèse de doctorat j'étais sur les émotions, sur l'influence des émotions dans la prise de décision du consommateur. Avant, j'avais fait un MBA à l'université du Wisconsin aux États-Unis, et voilà. Et ensuite, donc, j'ai travaillé plusieurs années en agence de communication. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur des campagnes justement d'intérêt public comme ça, de santé, pour arrêter de fumer, sur les feux de forêt également, comment éviter que les gens fassent leur barbecue et qu'après il y ait des hectares qui s'envolent en fumée, enfin, sur beaucoup de causes comme ça. Au sein de cette agence. Ensuite, j'ai intégré l'EDEC Business School en métropole, où j'ai travaillé plusieurs années, 14 ans, en tant que professeur de marketing, toujours sur la psychologie du consommateur. Et ensuite, j'ai intégré l'université d'Aix-Marseille, suite au concours de l'agrégation, justement. Et là, j'ai été nommée directrice de l'IAE d'Aix-Marseille. Et ensuite, j'ai collaboré pour créer l'IAE, donc l'Institut d'administration des entreprises, qui est un peu la business school des universités en Nouvelle-Calédonie. Et une fois que c'était créé, j'ai dit, mais pourquoi pas y aller? Et donc, j'ai rejoint l'IAE de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et je sais qu'ici, vous avez ce beau projet aussi de création d'un IAE, à qui je souhaite beaucoup de succès, mais je crois que c'est bien parti. Voilà. Donc, vous allez aussi avoir cette composante-là. Alors, en termes de recherche, je travaille sur la psychologie du consommateur, l'influence des émotions sur les comportements, tout ce qui est les comportements à risque, pourquoi prend-on ces comportements, également sur le territoire, l'attachement au territoire, qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à une région, qu'est-ce qui fait qu'au contraire on n'aime pas un territoire et pourquoi, et tout ce qui est biais perceptif. Donc je vais vous partager ça sur les 45 prochaines minutes. Sur le côté, un certain nombre de livres que j'ai écrits ou auxquels j'ai collaboré, c'est toujours sur les mêmes thèmes. Voilà, et je vais commencer par une question simple. Pourquoi continuons-nous à prendre des risques alors que nous savons qu'ils existent ? Pourquoi est-ce que, alors qu'on sait aujourd'hui que la drogue, ça fait du mal, que fumer, c'est pas bien, etc., pourtant, on continue à le faire et il continue à avoir un certain pourcentage de la population qui ont ces pratiques et qui boivent trop alors qu'on sait que c'est pas bon de boire, qui fument alors qu'on sait que c'est dangereux pour la santé, qui ont des comportements alimentaires qui posent problème, qui vont manger trop ou manger trop peu, ou manger qu'un seul aliment, ou manger que de la fast-food, etc., ou qui peuvent consommer des drogues alors qu'ils savent que c'est mauvais pour eux. Donc les comportements, on se rend compte, on a beau essayer de faire des campagnes, etc., ces comportements changent peu en fait, et les gens continuent à consommer ce type de produits ou à avoir ces comportements, alors qu'on sait que
c'est pas bon pour la santé. Un récent article de recherche intéressant paru en 2023 dans la revue Nature a montré que l'analyse de cheveux de personnes, de nos ancêtres de l'âge de bronze, l'analyse de l'ADN dans les cheveux, eh bien, en fait, ils consommaient beaucoup de drogues. De l'atrophine, de la scopolamine et de l'éphédrine ont été retrouvés chez nos ancêtres. Donc, voilà, le comportement, il n'est pas nouveau. C'est ça, je veux tout de suite vous dire que ça fait très longtemps que ces comportements d'addiction existent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a tendance à dire, ouais, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Pas du tout. Les vieux d'avant aussi consommaient. Là, c'était pour des rituels de divination, de prophétie, d'extase. Aujourd'hui, c'est peut-être dans un objectif de s'évader de la société ou de ses problèmes quotidiens. Mais n'empêche qu'on est sur un phénomène très ancien, avec des comportements qu'on a du mal à modifier. Alors, la première hypothèse qu'on a eue dans les années 50, c'est « Ah, mais en fait, c'est parce qu'avant, on ne savait pas que c'était mauvais. Donc, comme on n'avait pas l'information, eh bien, on consommait. » On a un peu cette hypothèse, par exemple, vis-à-vis du soleil. Moi, enfant, on me mettait à la plage, on me disait « Reste bien au soleil parce que tu vas avoir beaucoup de vitamine D. » Bon, après, j'ai des coups de soleil de partout, mais on me disait « Non, mais c'est bon, tu vas avoir de la vitamine D. » Aujourd'hui, on sait que ça provoque le cancer. Donc, c'est vrai qu'il y a une dimension d'information qu'il faut qu'on ait. Et donc, c'est un peu vrai que ça peut être un problème d'information. Alors, en psychologie, on parle de cognition, c'est-à-dire ce qu'on a dans le cerveau, ce qu'on sait, ce qu'on connaît, et ce qu'on a enregistré, mémorisé. Donc, dans les années 50, le modèle économique standard, qui était vraiment à la mode et diffusé partout, c'était un modèle qui disait les gens, en fait, ils sont très rationnels. Tout le monde est très rationnel. Ils connaissent toutes les options possibles. Ils hiérarchisent ces options en fonction de leurs préférences. Ils peuvent dire « je préfère ça, plutôt ça, plutôt ça ». Et ils peuvent choisir la meilleure option pour eux. Et pendant des années, on a pensé ça, que les gens étaient rationnels. On appelait homo economicus d'ailleurs, donc la personne qui est très rationnelle, qui prend des bonnes décisions. Et puis, ce modèle a été un peu chamboulé parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas tout le temps. D'abord parce que ça partait de principe, les individus ont une information complète. Ça, avec un marché de plus en plus fragmenté, de plus en plus mondial, avoir l'information complète, c'est difficile. Les individus connaissent leurs préférences. On se rend compte que parfois on ne sait pas, qu'est-ce qu'on aime mieux. Je pense par exemple, moi je vois mes étudiants quand ils font des études, et je leur dis pourquoi vous êtes venus à l'IAE. Ils n'ont pas une conscience très claire de pourquoi ils veulent faire tel type d'études, etc. On sent que c'est pas très clair. Et choisir la meilleure option, du coup, c'est pas non plus très clair, puisqu'on n'a pas toutes les informations. Donc cette théorie du comportement du consommateur, elle marche assez bien, ce homo economicus, on va dire dans 80-90% des cas selon les cas, mais il y a beaucoup de cas où ça ne marche pas, en fait. Et où on se dit, mais alors, qu'est-ce qui est à l'œuvre ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Si les gens ne sont pas rationnels, comment ils choisissent ? Et on a tendance à se dire, mais ils ne choisissent pas bien, alors ils choisissent avec des émotions, avec des sensations, avec un feeling. J'ai eu le feeling qu'il fallait que je fasse l'IAE de Polynésie française. Enfin, je trouve, voilà, c'est quelque chose qu'on ne dirait jamais. Donc on a des phénomènes comme ça de rationalisation a posteriori, où on explique ce qu'on a fait, mais après coup, en fait. Au moment où on l'a fait, on ne savait pas très bien pourquoi on a fait ça, pourquoi on a choisi cet hôtel, pourquoi on a choisi de consommer ça ou autre. Donc ce modèle, il ne marche pas très bien. Pourquoi ? Déjà parce que trop d'informations tue l'information. Moi, j'arrive donc de l'Université de Nouvelle-Calédonie de Nouméa, sur le marché, là, magnifique marché de Papeete, et évidemment... comment choisir les fruits et comment savoir quels fruits choisir, etc. Pour moi, c'est compliqué. Pour un étranger, c'est compliqué. Évidemment que quand c'est votre culture, c'est facile, vous l'avez appris tout petit. Donc, l'information, en fait, elle n'est pas si simple et elle est complexe. Deuxième élément, est-ce qu'on connaît ses préférences ? Pas toujours. Parfois, on ne sait pas.
On choisit quelque chose et après on se dit « Oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Oh là là, mais je me retrouve à faire des études de lettres, mais en fait, ça ne me plaît pas du tout. Ou je me retrouve à faire... Vous voyez, on se retrouve comme ça dans des choix. On n'a pas très bien réfléchi avant, ou on a réfléchi selon des critères qui ont changé. Et donc, ce modèle économique, là aussi, comme on ne connaît pas très bien nos préférences, on est perplexe et on n'arrive pas à choisir. Exemple typique aussi ici, c'est quand on arrive, on veut tous acheter des perles. Et les perles, entre 500 francs, même je pense qu'on peut en trouver moins cher, à plus de 100 000 francs. Donc, comment je fais pour choisir? Alors, on se rend compte d'ailleurs que, vous voyez, les commerçants, ils ont aidé la décision du consommateur en faisant une classification, même en comparant les classifications américaines de la classification tahitienne pour aider les gens à mieux comprendre ce produit qui, sous un seul mot, a des réalités tellement diverses. Entre 100 francs et 100 000 francs, c'est certainement pas le même produit. Donc vous voyez que le modèle économique standard, il ne fonctionne pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours l'information, et ce n'est pas si simple de tout savoir et de tout choisir. Ce modèle, en fait, il est fondé sur, je vais vous ramener à vos anciens cours de philosophie, le discours de la méthode, 1637, René Descartes. Donc qu'a-t-il dit? Cette fameuse phrase qui est restée, je pense donc je suis, en latin, cogito ergo sum, pour ceux qui en plus ont fait latin. Donc lui disait, l'homme est rationnel. On a un cerveau, cogitum, et il faut qu'on pense, et on est très rationnel. Et il a bien exposé qu'il y avait des cognitions, donc le cerveau cognitif, tout ce qu'on pense, et en face, il y a les émotions, mais lui, vraiment, dans son discours de la méthode, d'ailleurs, il donne une méthode très précise pour ça, il faut juguler les émotions. Et il faut rester quelqu'un de rationnel qui prend des décisions rationnelles, pas en fonction de ses émotions, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis de bonne humeur, je suis pas de bonne humeur. Donc il a vraiment opposé les deux, et cette opposition, elle est restée pendant très longtemps dans l'esprit des gens, et je dirais même encore aujourd'hui. On dit aux enfants, allez, sois un peu raisonnable. On ne lui dit pas, allez, écoute tes sentiments et écoute tes... Non, on lui dit, sois raisonnable. Donc, on est encore dans un modèle où la cognition est considérée comme supérieure aux émotions. Vous avez compris que cette conférence va vous montrer que les émotions, c'est un système de décision extrêmement performant, si on sait s'en servir, et finalement qui fonctionne bien, et les juguler et essayer de les effacer, c'est une erreur, parce que les émotions, vous allez voir, ça aide vraiment aux décisions. Donc il ne faut pas opposer, vraiment l'objet de la conférence de montrer qu'il ne faut pas opposer émotion et cognition, c'est comme si on opposait bras droit et bras gauche. Le droitier, même s'il est droitier, si on le coupe le bras gauche, il est très handicapé. Donc on a besoin des deux mains, on a besoin des deux bras, on a besoin d'émotions, on a besoin de cognition. Et il n'y a pas, moi je me refuse, et ce que j'ai mis dans la thèse, à penser qu'il y a un système dominant par rapport à l'autre. Donc on est parti de cette idée que il y a une grosse opposition. Et le paradoxe au cœur de la psychologie du comportement, c'est qu'on pensait donc que le problème était un manque d'information. Donc les gens se droguent, boivent, etc. parce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, on voit que cette hypothèse est très insuffisante parce que les individus savent et ils ne changent pas. Et ils continuent à avoir un pourcentage de la population qui ont ces comportements-là. Donc là, l'hypothèse complémentaire qui apparaît, c'est est-ce que si ce n'est pas un problème d'information, c'est sans doute un problème d'émotion, de ce qu'on ressent. Et ce n'est pas un problème de cognition, mais c'est plus une question d'émotion. Et c'est ça qui fait qu'on accroche ou qu'on n'accroche pas à des messages de prévention. Et ils vont nous plaire ou ils ne vont pas nous plaire, ils vont nous parler, ils vont avoir du sens pour nous ou pas. Et donc je vais en venir à 4 éléments qui biaisent la décision et qui ont été très étudiés en psychologie.
Les heuristiques, les biais cognitifs, la perception, les émotions, et après on verra comment tout cela se décline en communication. Alors vous avez vu, c'est un peu, vous pensez que c'est des mots un peu difficiles, mais vous allez voir que derrière ces mots, il y a des choses très concrètes. On va commencer par les heuristiques. Et je vais commencer par une question, en fait. À votre avis, qu'est-ce qui cause le plus de décès à l'échelle mondiale? Le cancer, le diabète, les accidents domestiques, dans quel ordre vous me les mettriez? Domestique numéro 1. Diabète en premier. Ou cancer en premier. Vous voyez, on sent que vous hésitez. Je vais vous donner la réponse. C'est premier cancer, deuxième accident domestique et troisième diabète. Donc, vous voyez qu'on n'a pas l'information. Ça, c'est les chiffres vraiment officiels de l'OMS. On n'a pas l'information. Et là, l'exercice que vous venez de faire en vous disant « Ah, c'est lequel ?» ça s'appelle une heuristique, c'est-à-dire une espèce de raccourci mental, très rapide, très intuitif. Ça ne vous a pas demandé un travail énorme, vous n'êtes pas épuisé d'avoir fait ça. C'est même très de l'ordre de l'intuition. Et certainement que ceux qui ont répondu diabète ont dans leur entourage des gens diabétiques. Ceux qui ont répondu cancer, vous voyez, souvent, c'est par rapport aussi à ce qu'on a autour de nous et notre entourage. Et donc, sans le vouloir, vous avez fait une heuristique. Vous avez procédé à une heuristique qui est un raccourci mental. Et ces raccourcis sont très intéressants parce qu'ils permettent de décider rapidement, de réduire l'effort cognitif et en général, ils sont efficaces. En général, c'est très efficace, ces heuristiques-là. Donc, c'est plutôt bien. Par exemple, moi, si je reviens à mon idée de perle, c'est qu'une heuristique très simple, c'est je vais prendre une perle un peu chère et c'est sûr qu'elle sera bien. Le prix est souvent un indicateur de qualité chez les gens. Ils ne connaissent pas le vin. On va chez le vendeur de vin, on dit « Donne-moi une bouteille un peu chère, là, je suis sûre que ça sera bien. » C'est une heuristique, parce que ce n'est pas toujours vrai. Je vais vous donner un contre-exemple. L'université, c'est quasiment gratuit. Et pourtant, on a des conférences de qualité comme ce soir, on a des cours de qualité, vous voyez, et ce n'est pas parce que vous allez payer plus cher ailleurs que ça sera mieux. Donc vous voyez que le prix n'est pas toujours le bon indicateur. Mais l'heuristique prix, elle est très utilisée. On se dit, c'est cher, ça va être de bonne qualité. D'ailleurs, en marketing, les marques se disputent pour ne pas être la moins chère, parce que la moins chère n'est jamais achetée. Donc les gens voient la moins chère, ils prennent celle qui est un peu plus chère que la moins chère, ils disent non, on ne va pas prendre quand même le premier prix, donc on prend celui juste au-dessus, c'est celui qui est le plus demandé, en général, pour les produits de grande consommation. Donc vous voyez que l'heuristique de prix, elle est très très souvent en jeu dans nos réflexions. Imaginez donc, pareil, toujours dans les heuristiques, que vous vous retrouviez à Nouméa, vous n'êtes jamais allé à Nouméa, vous vous retrouvez sur cette belle baie des Citrons, où il y a une enfilade que de restaurants, tous les uns à côté des autres. Alors j'ai mis quelques photos, mais voilà. Vous n'avez aucune idée où vous voulez aller. Comment allez-vous choisir le restaurant? Vous demandez à quelqu'un, oui, s'il y a du monde à la terrasse. Ça, c'est une heuristique. Il y a du monde, alors c'est que c'est un bon restaurant. Vous voyez, c'est typiquement une heuristique très commune. Il y a du monde dans le restaurant, on regarde combien de personnes sur le parking, il y a du monde à la terrasse, allez, on y va. Ce qui fait que les restaurateurs aujourd'hui, parfois, ils payent des gens pour venir prendre des repas pour occuper les terrasses. C'est une stratégie qui existe. Voilà. Donc, vous voyez que tous les jours, vous utilisez des heuristiques. Et ces heuristiques, elles sont très intéressantes parce que tous les jours, elles vous aident dans votre prise de décision, mais elles peuvent produire des erreurs. Elles ne sont pas toujours tout à fait exactes. Pourquoi peuvent-elles produire des erreurs? On va l'analyser ensemble. Parce que ces heuristiques sont fondées sur les deux systèmes de pensée qu'on a et qui agissent conjointement. Donc là, c'est les travaux de Daniel Kahneman. Le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est celui que je vous ai amené à mobiliser, utilisé dans 95% des cas, qui est lié plutôt à l'intuition et à l'instinct.
Un système très rapide, très automatique, associatif et assez inconscient, qui demande peu de mobilisation, peu de travail. Mais il y a un système 2 qui se met en route, qui est un raisonnement logique quand la question est plus complexe. Alors c'est un système qui est plus lent, la réponse elle vient plus lentement. Un peu paresseux, il préfère dire au système 1, allez vas-y, trouve une solution, mais plus logique et plus conscient. On va faire quelques exemples, vous allez voir de comment vous mobilisez votre système 1 ou votre système 2. Et les deux fonctionnent ensemble, mais celui qui est le plus sollicité, c'est le système 1, très intuitif et très instinctif. Comme vous avez fait en disant c'est le cancer ou c'est le diabète, c'est voilà, un système intuitif. Si je prends un exemple, comment on lit les visages? Donc cette dame-là, quelle émotion ressent-elle d'après vous? Colère. Et vous voyez que tout le monde répond colère, quoi. Donc on sait très bien lire les traits d'un visage. Dès bébé, on apprend à lire quand maman n'est pas contente ou quand papa n'est pas content. Donc on sait très bien le lire et on s'est rendu compte, il y a eu beaucoup d'études aussi en psychologie pour savoir est-ce que c'était culturel. Eh bien c'est international. Je passe la même slide aux États-Unis, ils me disent colère. Donc on a vraiment un langage international des émotions. On sait faire, donc c'est votre système 1 qui vous dit « elle est en colère ». Et si je vous dis bah alors pourquoi, là vous allez me trouver des indices, vous allez me dire « elle a le poing fermé, elle fronce les sourcils ». Là, c'est votre système 2 qui se met en route parce que je vous ai dit pourquoi, et donc vous allez essayer de trouver des informations logiques et rationnelles. Donc vous voyez qu'on va faire un autre exemple. Si je vous dis 2 plus 2, aucun travail demandé, tout le monde me répond 4. On voit bien que c'est le système 1 qui se met en route. Ça va très vite. Maintenant, si je vous dis 17 fois 24, là vous dites, oula, il faut que je sorte le téléphone. Donc on voit bien que là, votre système 1, il n'est pas capable de le faire, enfin, sauf chez des génies. Il y en a toujours quelques-uns qui sont très très bons, mais on n'arrive pas à le faire chez la plupart des gens. Il faut du temps, il faut peut-être un papier, un crayon, poser l'opération, parce que c'est le système 2, plus lent. En fait, la réponse, c'est 408, mais c'est juste pour vous montrer comment, vous voyez, votre système 1, il est limité à des questions quand même relativement simples. Dès que la question est plus complexe, eh bien, il va y avoir un effort cognitif et la vitesse de réponse, elle est plus lente. Donc là, on est allé dans le système 2. Autre exemple, l'illusion cognitive. Alors, petit exercice. Une batte et une balle coûtent 1,10 €. Une batte coûte 1 € de plus que la balle. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Ça, c'est... On sent le stress chez certains. Rien qu'à voir ces questions, ça hérisse. Mais il y a une réponse intuitive évidente. 10 centimes. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez que votre système 1, il s'est trompé là. Le mien aussi, hein, je vous rassure, ne pensez pas. Alors, la réponse intuitive, c'est 10 centimes, c'est le système 1. La bonne réponse, c'est 5 centimes. Pourquoi? Parce que si on met Y qui est la batte et X qui est la batte et Y la balle, X plus Y égale 1,10 €, on est d'accord? C'est l'énoncé. X moins Y égale 1. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Si j'additionne ces deux, ça fait X plus Y plus X moins Y. Ça me fait Y moins Y, je les enlève. 2X égale 2,10 €. Voilà, donc il faut poser l'opération. Elle est relativement simple, mais elle n'est pas du tout intuitive. Elle n'est pas de l'ordre du système 1, elle est de l'ordre du système 2. La même chose quand vous avez appris à conduire. Au début, j'imagine, vous contrôliez tous vos mouvements. Moi, je me rappelle, je disais « Non, non, ne me parle pas, je ne peux pas te répondre. Enlève la radio, je ne peux pas écouter la musique. » J'étais extrêmement concentrée sur le fait de conduire. Et puis très rapidement, vous vous habituez. Et donc, le système 1 prend le dessus et ça devient automatique. Pareil, quand vous avez appris à faire du vélo ou voilà, toutes les activités qu'on apprend. Après,
ça commence par beaucoup de systèmes 2, et puis après, c'est le système 1 qui se met en place, on a des réflexes. Donc, vous voyez que le problème, ce n'est pas que le système 1 existe, le problème, c'est plutôt que si le système 1 répond à la place du système 2, comme dans le cas des 10 centimes, en fait, on se trompe, mais on ne s'en rend pas compte. On se dit, ah ben oui, c'est 10 centimes, mais c'est normal. Voilà, donc parfois, le système rapide prend le pas sur le... Parce que l'autre, je vous ai dit, il est feignant, donc s'il peut éviter d'intervenir, il évite. Donc ça, ce sont donc les heuristiques. Et je vais vous citer 3 types d'heuristiques très communes et très utilisées dans les communications justement pour prévenir la santé, voilà. C'est premièrement l'heuristique de disponibilité. On va juger la probabilité selon ce qui vient facilement à l'esprit. Donc système 1, vous avez compris. Exemple, les destinations touristiques. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en ce moment, il y a beaucoup à dire. Et on va se rendre compte de l'influence des médias. Donc, on a un jugement qui est basé sur les exemples qu'on a en mémoire. Donc, imaginons que moi, je veux partir, je suis une jeune femme qui part, on ne va pas prendre moi, mais une jeune femme qui est en France, qui veut partir dans un pays chaud, et elle hésite, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Dubaï. Vous avez vu que j'ai pris des pays un peu... Alors, Polynésie, ben voilà ce qui lui vient en tête. Elle se dit, ah oui, sympa, la plage, la musique, la convivialité, voilà. Ah oui, Dubaï, c'est sympa aussi. Ah oui, mais Dubaï, récemment, c'est plutôt ça que la plage, la convivialité et la musique. Donc, vous voyez que les médias ont modifié l'image de la destination touristique. Parce qu'aujourd'hui, Dubaï, non, on n'a pas trop envie d'aller passer des vacances à Dubaï. Et la Nouvelle-Calédonie, idem, elle souffre de cette image des émeutes 2024. Moi, j'y habite, je peux vous dire que si c'était ça, je serais partie. Si c'était ça tous les jours et partout. Ça a été ça pendant un mois, effectivement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Donc... vous voyez comment c'est l'heuristique de disponibilité. C'est ce que vous avez en mémoire, ce que les médias vous ont asséné tous les soirs et que vous lisez et qui vous font avoir une image positive ou négative comme ça d'un endroit. Moi, j'ai fait comme ça un article de recherche sur Marseille comparé à Paris. Je prends tous les articles de presse sur 3-4 ans et Marseille est systématiquement associé dans le titre même de l'article de presse systématiquement associé à la drogue, à la délinquance, évidemment que les gens ils veulent pas visiter Marseille, ils préfèrent aller à Nice ou à Monaco où ils se sentent plus en sécurité, ou à Paris. Paris est toujours, on communique beaucoup sur Paris de manière positive, et sur Marseille c'est toujours sur la délinquance. Voilà. Donc les médias ils forgent aussi l'image qu'on se fait d'une ville ou d'un territoire ou d'un pays. Deuxième type d'heuristique, l'heuristique de représentativité. C'est-à-dire que là, on se rend compte que le jugement est basé sur la ressemblance à un prototype. Donc si je vous dis, Marc a 45 ans, il fait peu de sport, il mange souvent des plats transformés, il travaille assis toute la journée et il dit souvent qu'il devrait faire attention à sa santé. Qu'est-ce qui est le plus probable, Marc est fumeur ou Marc est fumeur et en surpoids? Le B, vous me dites. Et la réponse, c'est le A. Votre système 1 vous a trompé. C'est le A, pourquoi? Parce que B, je vous ai demandé qu'est-ce qui est le plus probable. La probabilité. Il y a plus de probabilité qu'il soit fumeur, plutôt qu'il soit fumeur et en surpoids. Mais vous avez sélectionné, non pas sur la probabilité, mais en cohérence, en fonction de la cohérence narrative. C'est-à-dire que je vous ai raconté comment il mangeait, etc. Donc la cohérence, c'était qu'il était aussi en surpoids. Mais ce n'était pas la question. La question, c'était qu'est-ce qui est le plus probable. Vous voyez, donc là, c'est votre heuristique de représentativité. Ce que vous avez vu, ça représente une situation. Et donc, vous pensez que ça va être la réponse B, alors que la probabilité, elle est supérieure pour A. Donc attention, une histoire convaincante peut sembler plus vraie que nature, et même quand elle est fausse, elle peut sembler très vraie, et les médias, ils savent très bien faire ça.
Donc, attention aux médias. Troisième heuristique, l'heuristique d'ancrage. Là, c'est le fait d'avoir une information. La première information que vous avez va influencer votre décision. Par exemple, une campagne d'information santé, la recommandation est de boire 2 verres d'alcool maximum par jour. Vous, vous en consommez 3. Est-ce que vous pensez que c'est excessif? Ou vous connaissez quelqu'un qui en consomme 3? Est-ce que c'est excessif? Allez, c'est pas beaucoup plus. Parce que j'ai ancré à 2. Donc, ancré à 2, alors que c'est quand même beaucoup plus, 3. Donc, je vais comparer. Le cerveau compare automatiquement au repère initial 2 verres. Donc, 3 verres, ce n'est pas considéré comme énorme par rapport à 2 verres. Ce n'est pas extrême. C'est même proche de la norme. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus. Donc, l'encre, on pourrait, si je n'avais pas mis d'encre, si ça se trouve, vous m'auriez dit, ah oui, 3 verres. Si je pose la question sans vous donner un ancrage à 2, vous m'auriez dit, ah oui, 3 verres par jour, quand même, c'est beaucoup. Vous voyez? Donc, la première valeur devient la référence mentale, même si elle est arbitraire. Très utilisée dans les prix barrés, les soldes, je ne sais pas, 19 900 francs barrés, 10 000 francs. Vous vous dites, ah ouais, ça a vraiment beaucoup baissé. Oui, c'est l'ancrage. Donc attention aux prix barrés, aux négociations. D'ailleurs, vous le savez intuitivement, parce que quand vous négociez, vous dites, il faut négocier plus. Alors, je veux une augmentation de je sais pas, 2% de mon salaire, je vais demander 10, et comme ça, je suis sûre que j'obtiendrai peut-être 2. Vous voyez? Donc, vous l'avez, cette idée d'ancrage, qu'il faut que je demande plus pour avoir moins. C'est un effet d'ancrage. Donc, pourquoi utilise-t-on les heuristiques? On pourrait se dire, attends, on utilise les heuristiques et ça nous trompe constamment. Non, parce que d'abord, on n'a pas le temps de tout le temps réfléchir à tout. Hein, quand on est au supermarché, qu'on fait les courses, on ne va pas commencer à comparer le prix de tout et vérifier tout. Parce que l'information est très complexe, parce qu'on a des limites cognitives, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'à ça, on pense, je vais aller chercher les petits dans une demi-heure, je dois faire ma déclaration. Ah non, vous ne faites pas déclaration d'impôt, vous avez de la chance. Beaucoup de chance, gardez-le. Donc notre cerveau recherche l'efficacité, la grande efficacité. Donc les heuristiques, elles sont utiles, mais elles produisent des biais qu'on appelle biais cognitifs. C'est quand votre cerveau raisonne, mais mal, avec un biais. Comme quand vous mettez la vis un peu de travers, ben voilà, elle est de travers et c'est difficile de la remettre droite. Et donc on va voir les biais cognitifs et comment ils jouent toujours sur l'influence dans les communications relatives à la santé. Après, on va appliquer tout ça à des exemples dans la communication relative à la santé. Donc, les biais cognitifs, ce sont des erreurs systématiques de raisonnement qui influencent la manière dont nous percevons, dont nous jugeons, dont nous décidons. Et souvent sans qu'on en ait conscience. On ne se rend pas compte qu'on a un raisonnement biaisé. Et ce ne sont pas des erreurs individuelles ponctuelles, ce sont des erreurs assez prévisibles. C'est ça l'intérêt de la psychologie du consommateur, c'est qu'on sait comment les gens raisonnent et les biais qu'ils mettent en œuvre. 3 types de biais dont on va parler: biais de confirmation, biais de cadrage, biais d'optimisme. Vous allez voir comme ils sont vraiment souvent à l'œuvre dans les campagnes de prévention. Biais de confirmation, c'est la tendance à ne retenir que ce qui confirme ce que vous connaissez déjà. Exemple fumeur, mon grand-père, il a fumé toute sa vie et il a vécu jusqu'à 90 ans quand même, et en très bonne santé. Hein. Donc vous voyez, vous allez confirmer, moi je fume, mais attendez. Donc on va ignorer toutes les données statistiques sur le risque de cancer ou de maladie cardiovasculaire. Ou celui qui boit volontiers, oh, le vin rouge, c'est très bon pour le cœur. Quand même pas trop, et surtout pas en quantité. Il ignore les données sur l'alcool, même à faible dose. Donc ça, c'est le biais de confirmation. En fait, on ne cherche pas la vérité. On cherche à confirmer ce qu'on pense déjà et ce qu'on fait déjà. Donc on a tous, quand on fume, « Ah mais moi je fume des légères »,« Ah non mais moi dans ma famille, il n'y a jamais eu de cancer », enfin, vous voyez, des biais de confirmation. Très présents.
Biais de cadrage, framing effect en anglais, c'est quand, en fonction de ce qu'il y a autour, la même information change en fonction de la manière dont elle est présentée. On peut avoir un cadre négatif. Un fumeur sur 2 meurt d'une maladie liée au tabac. Ou un cadre positif, un fumeur sur 2 survit. Et que ça ne donne pas du tout la même impression, en fait. Le cerveau, il n'analyse pas du tout de la même manière. Et le comportement du public change selon le cadrage. On peut dire, pendant longtemps on a dit, ce soda contient 140 calories. Mais ça ne marche pas du tout, ça. Ah bon, 140, ah ouais, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je ne sais pas combien il en faut. Ah, il en faut 2000 et quelques, bon, ça va, 140, c'est pas beaucoup. Vous voyez, alors que si je vous dis ce soda contient 10 morceaux de sucre, ça va être un cadrage beaucoup plus pertinent, plus impactant, parce que je vois très bien 10 morceaux de sucre sur la table, ce que ça représente. Et je ne peux pas manger 10 morceaux de sucre comme ça. Et je me dis, mais je les bois en une fois. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup. Vous voyez, ça c'est le cadrage. Donc dans les messages, il va falloir qu'on tienne compte de ce cadrage pour être efficace. Dernier biais, biais d'optimisme. Je suis très optimiste. Je pense que les risques concernent les autres, pas moi-même. Oui, le tabac donne le cancer, mais moi j'ai une très bonne constitution. Hein. Ou bien, je contrôle, hein, moi, je bois un peu, mais je ne deviendrai jamais dépendant. On a tous connu des gens, ah, mais moi je fume 1 ou 2 cigarettes par jour. Non, mais je ne serai jamais dépendante de la cigarette. Ou bien, oui, moi je peux manger beaucoup, pas correctement, parce que moi mon métabolisme, je ne grossirai jamais. Oui, d'accord. Il compense. Donc, vous voyez, les comportements à risque persistent malgré la connaissance du danger. Parce qu'on a tous ces biais. Donc, en résumé, biais de confirmation, je filtre la réalité pour me rassurer. Biais de cadrage, la façon de dire va changer la manière dont je comprends les choses. Biais d'optimisme, je ne crois que le risque ne me concerne pas, ça n'arrive qu'aux autres. Il y a aussi biais de normalisation, tout le monde le fait, ça va, je peux le faire, tout le monde le fait. Ça, souvent, on le voit, les gens, pendant longtemps, maintenant, ça a quand même un peu disparu, ces comportements, mais ils se garent, par exemple, sur la place handicapée. Oh, mais tout le monde se gare sur les places handicapées. Non, pas tout le monde, que les handicapés, normalement. Donc, vous voyez, le biais, tout le monde le fait. Biais de contrôle, je gère. Donc, notre cerveau, il simplifie, mais il peut se tromper. Troisième élément qui va faire qu'on ne comprend pas bien et on juge avec, avec un côté très affectif, c'est la perception. Donc la perception, c'est tout ce qui me permet de comprendre mon environnement, comment mon cerveau comprend ce que les sens lui transmettent, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je vois, ce que je touche, à travers nos sens. Et c'est un processus de construction mentale par lequel mon cerveau va sélectionner, organiser et interpréter tous ces stimuli. Un stimuli, c'est tout ce qu'il voit, entend, voilà, tout ce qui va stimuler ses sens. Et produire une représentation cohérente. C'est là, tout d'un coup, il y a beaucoup de fumée, vous allez vous dire, ouh là là, mais il y a peut-être le feu, et voilà, votre cerveau, il va vous dire, fuis le plus vite possible et le plus loin possible. Donc la perception, c'est très intéressant et on en a besoin, et c'est ça qui nous permet de survivre dans ce monde compliqué, mais elle n'est pas une copie fidèle de la réalité, elle est sélective, interprétative, elle est influencée par l'attention. Si je ne suis pas très attentif, qu'est-ce qu'elle a dit, je ne m'en rappelle plus, ah oui, je n'ai pas suivi, d'accord. Par les expériences passées, si vous avez été déjà dans un feu, vous allez partir plus vite que ceux qui n'ont jamais subi un feu, par vos émotions, par vos attentes, par votre contexte social, etc. Donc beaucoup de choses jouent dans la perception. Petit exercice, quel est le carré le plus sombre? Le carré A que vous voyez là ou le carré B que vous voyez là? Le plus sombre, on pense que c'est le A. Vous voyez? Et là, je vais vous montrer comment votre perception vous trompe. Donc, on va cacher petit à petit les lignes. Voilà. Voilà. Tac. C'est incroyable. En fait, c'est un effet de framing. Parce que regardez, le B est entouré de carrés très foncés,
alors que le A est entouré de carrés très clairs. C'est un effet de cadrage. Ça, derrière ça, c'est l'effet de cadrage. Et c'est exactement la même couleur, mais dans un cadre foncé ou un cadre clair. Celui-là, il est un peu plus connu. Est-ce qu'il y a un bâton plus long que l'autre? Et on sait que c'est exactement la même dimension. On a aussi ce genre d'exercice. Est-ce que vous voyez une femme âgée ou une femme jeune? On peut voir deux femmes. Vous connaissez? Voilà, donc c'est assez connu. Donc vous voyez que la perception, elle vous trompe. Vous pouvez voir la femme âgée avec sa bouche là, son nez, ses cheveux, voilà. Ou vous pouvez voir la jeune. Là, c'est ses cheveux, là, c'est son petit nez. Elle est un peu de profil comme ça. Ça, c'est son cou. Elle a un collier au cou et elle a un grand châle. On ne voit pas la même chose spontanément quand on voit la première fois cette image. Donc la perception, elle vous trompe parce que c'est ni... Et même tous les jours, quand vous passez devant Carrefour, qu'est-ce que vous voyez là? Un poisson. Oui, oui, c'est une réponse que j'ai souvent, un poisson. C'est la lettre C, en fait, de Carrefour. On la voit un peu mieux quand on la met comme ça, sur un fond foncé, vous voyez, il y a le C. Donc tous les jours, vous passez dans Carrefour sans savoir qu'il a fait un logo un peu subliminal. Ah, il avait fumé un peu de... C'est vrai qu'on voit un poisson, des flèches. En général, on me répond des flèches. Ouais. Pareil, là, qu'est-ce que vous lisez? 12, 13, 14. Là, A, B, C, D. Alors qu'en fait, vous voyez l'effet de cadrage. Le 13, vous l'interprétez comme un 13 s'il est en milieu de chiffres ou comme un B s'il est au milieu de lettres. Et c'est la même forme. Donc vous voyez, tout ça, c'est des effets de cadrage. Et donc votre perception, elle est limitée. Donc on va faire un petit exercice. Je ne sais pas si vous le connaissez. On va voir. Je ne sais pas si je fais le long ou le court. Faire le court, vous allez me dire si vous connaissez. Je crois qu'il faut que j'ai... This is a test of selective attention. Vous l'avez déjà fait? Non? Alors. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Donc, comptez combien de fois les joueurs en blanc se passent la balle de basket. Je ne sais pas si... Voilà. How many passes did you count? Alors, 16, 14, 13, ok. On va voir la réponse. The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? Est-ce que vous avez vu le gorille? C'est incroyable. En plus, il se montre bien. Hein. Mais comme on regarde que les blancs... This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. It is available for use in talks, training, and teaching on DVDs from Viz. Donc vous voyez que là... Ouais, non, ça ne revient pas au bon truc. Oula, je reviens tout en bas. Donc là, vous voyez que votre attention, elle vous a un peu perdu. On l'a fait. Et c'est un peu embêtant, c'est ça. Voilà. Hop. Ça fait tout le temps ça. Donc vous voyez que, en fait, quand vous êtes focalisé sur un élément, en fait, eh bien, votre attention, elle est sélective. Vous avez sélectionné que les gens en t-shirt blanc, donc vous ne regardez pas tout ce qui est noir et vous ne le voyez pas. D'ailleurs, ce test, il a été utilisé dans une très belle campagne où on voyait ça, les gens voyaient ça à la télé, et à la fin, ça disait, quand vous conduisez, vous ne voyez pas les vélos, faites attention aux vélos. Parce qu'on fait la même chose. Quand on conduit, on regarde plutôt les voitures,
et on ne regarde pas vraiment les vélos. Et je trouvais que c'était une très bonne utilisation de ce problème de perception. Alors, on va passer au dernier élément, les émotions. Donc ça, c'est par exemple plusieurs campagnes de Benetton qui avaient été très critiquées à l'époque parce qu'ils utilisaient des émotions. Voilà, le bébé juste au moment où il sort, des petits-enfants impertinents, la marée noire, enfin bon. Une campagne qui avait été très critiquée. Parce que les émotions, elles sont difficiles à manipuler. Il faut faire attention, c'est très puissant, mais c'est aussi difficile à manipuler. Globalement, on dit qu'il y a 6 émotions primaires dites émotions universelles. Donc, on a déjà parlé de la colère. Dans la négative, il y a aussi dégoût et peur. Et puis, dans les 3 positives, ça serait joie, surprise et tristesse. Non, tristesse, c'est négatif aussi, pardon. Oui, je ne sais pas pourquoi donc, on en a en positif, surprise et joie. Parfois, on en ajoute l'amour, mais certains disent que ce n'est pas une émotion. On ne va pas rentrer dans le sujet. Donc, vous voyez que là, par exemple, on voit des enfants, on reconnaît très bien, là encore, leurs émotions. Et c'est de plus en plus utilisé. On voit des jeux, on voit des publications sur les émotions. Donc, c'est quand même de plus en plus étudié. Donc, dans les campagnes relatives à la santé publique, on voit qu'elles sont utilisées. Si je pense ce visuel, quelle émotion ressort? Oui, la tristesse. Voilà. Tout est fait pour qu'on ressente de la tristesse. Cette communication-là, donc les pièces de rechange chez les humains ne sont pas originales, alors qu'elles le sont dans nos voitures, et c'est une communication quand même pour BMW qui s'attribue, voilà, c'est intéressant. Don't drink and drive. Ne buvez pas si vous conduisez. Ici, sur le changement climatique, une émotion de quoi, là, vous diriez? De dégoût, oui, tout à fait. Donc on ressent bien les émotions, comment elles sont traitées. Et on va aller sur une émotion qui est très utilisée dans la prévention, c'est la peur. On fait peur aux gens et on se dit que s'ils ont peur, ils ne vont pas le faire. 3 modèles de recherche explicatifs, le modèle de résistance, le modèle de motivation, le modèle curvilinéaire. Modèle de résistance, c'est l'idée que plus la peur augmente, moins je veux regarder et moins je veux voir et plus je résiste. Et donc l'impact persuasif, il descend. Ça ne marche pas de faire peur aux gens. Voilà, la relation est négative parce que ça engendre un mécanisme de défense. Alors, je vais montrer des publicités. Elles sont un peu hard pour vous montrer, âme sensible, s'abstenir. Par contre, comment je vais faire pour que ça se voit là? Oui, vous voyez. My name is Jacqueline Saborido. This is a picture of me before I was hit by a drunk driver. Before the car caught fire. Before 2 of my friends died. Before I needed more than 40 operations. This is me when my life was just like anyone else in college. This is me after being hit by a drunk driver. Don't drink and drive. Ever. Donc là, vous l'avez compris, donc elle a été la victime d'un accident de voiture par un homme sous au volant et elle a été complètement défigurée. Voilà. C'est une publicité américaine. Est-ce qu'elle marcherait ici ? Donc marcher, c'est pas que vous qui buvez jamais. Et quand je dis marcher, c'est pas que vous qui ne buvez jamais, elle vous persuade. Ce qu'il faut persuader, c'est les gens qui boivent, hein. Parce que les publicités contre la cigarette, par exemple, sont très efficaces sur le non-fumeur. Le non-fumeur, il les trouve très bien, mais le fumeur, il les regarde pas. C'est ça le problème. C'est qu'on les voit, mais souvent on les voit parce qu'on n'est pas concerné. Vous voyez ? Ça, ouais, ça marche pas beaucoup. Mais aux États-Unis, ils ont des publicités comme ça, choc. En métropole, en tous les cas, ça ne passe absolument pas. Il y a tout de suite une levée de bouclier. On ne peut pas passer des pubs comme ça. Alors, il y a eu un moment où on a fait ça, mais c'est quand même très controversé. My name is Jacqueline. Celle-là.
Dans cette voiture, quelque chose a été oublié. Mais jeudi, tu comptes y aller ou pas? Hein? Jeudi, tu y vas ou pas? C'est jeudi. Vous avez trouvé? Camille, doucement, Camille. Attachez systématiquement votre ceinture à l'arrière. Sécurité routière. Changeons. Moi, j'avais travaillé justement sur ce projet-là, parce que le problème de la ceinture à l'arrière, c'est que les gens disent « Ah, mais ça ne me concerne que moi. Donc, si je n'ai pas envie de la mettre, je fais ce que je veux avec ma vie. Si je veux... » Donc, on n'arrivait pas à faire comprendre aux gens qu'il fallait qu'ils mettent la ceinture, parce qu'en fait, ils peuvent mettre en danger quelqu'un dans le véhicule. On peut tuer la personne en face de soi, en fait. Et d'ailleurs, il y a une publicité anglaise juste après, vous allez voir, très forte aussi, mais peut-être un peu trop forte. Like most victims, Julie knew her killer. It was her son. He wasn't wearing his seatbelt. After crushing her to death, he sat back down. Think. Always wear a seatbelt. Avec un texte vraiment très fort, hein, comme toutes les victimes, Julie savait qui était son assassin. C'était son fils. Comme il ne portait pas sa ceinture de sécurité, il l'a tué et ensuite il s'est rassis tranquillement sur son siège. Vraiment très très fort. Et la résistance. Vous voyez, face à des spots comme ça, en fait, c'est trop fort. Et voilà, les gens, ça ne va pas marcher, c'est des publicités trop fortes, trop choquantes. Le choc est difficile à accepter, donc on met en place des mécanismes de défense. Ah, non, mais moi, c'est bon. D'abord, moi, je n'ai pas de fils, et puis il n'est pas grand comme ça. Et puis, vous voyez, plein de choses qu'on va se dire. Donc, on va rejeter la communication et ça ne va pas marcher. L'autre modèle, c'est le modèle de motivation. Plus je fais peur, plus c'est efficace. Alors, on le fait un peu, vous voyez, dans des types de publicités comme ça, c'est-à-dire qu'on fait peur non pas sur la mort ou le sang, on fait peur sur qui je vais devenir. Je suis valide, etc. et je vais me retrouver dans une chaise roulante. Ça fait plus peur déjà. Ça fonctionne mieux parce que derrière le fait de conduire et d'avoir des conduites addictives, etc., il y a quand même un peu la recherche de la mort. Donc là, si on leur dit « tu resteras bien vivant, mais tu auras une vie quand même très compliquée », peut-être que ça marche un peu mieux. Je suis plus favorable à ce type de message. Mais globalement, en fait, c'est ce modèle-là qui est le plus pertinent, c'est-à-dire que la peur, elle fonctionne, le modèle curvilinéaire, jusqu'à un certain niveau d'acceptabilité, et au-delà, elle ne fonctionne plus, et ça rebaisse le niveau. Donc, la relation entre l'intensité de la peur et l'impact de la persuasion, elle est curvilinéaire. Et deuxième élément très important, c'est que dans une publicité pour la prévention, il faut absolument donner une solution au consommateur. Parce que si on ne lui en donne pas, il se retrouve face à quelque chose, on lui dit en gros arrête de boire, bon pour lui c'est peut-être compliqué, ou arrête de fumer, ou arrête de te droguer. Il faut lui proposer une solution. Parce que là, il pourra agir, se protéger contre le danger, et le message aura du succès. Mais si on ne propose pas de solution, on le met face à ses comportements. En gros, on lui dit « tu es complètement irrationnel et ce que tu fais, c'est nul ». Mais ça ne va pas marcher, en fait. Donc, il faut absolument avoir dans le message une solution. C'est typiquement, vous voyez, là, un message, il a l'air bien, etc. Moi, je pense que cette publicité n'est pas efficace parce qu'il n'y a pas de solution. Le téléphone peut tuer, ok, ouais. Vous direz, ça va, mais quelle est la solution? Vous voyez, ça ne vous dit pas ce que vous devez faire explicitement. C'est implicite, on comprend bien, il ne faut pas lire le téléphone, mais on ne sait pas très bien d'ailleurs qui téléphonait, si c'était elle ou le conducteur. On a une version avec un motard, pareil, on ne comprend pas trop. Vous le direz à ses enfants, mais les enfants de qui? Du motard un motard, enfin, vous voyez, mais il n'y a pas de solution simple.
Ne prenez pas votre téléphone pendant 20. Vous voyez, vraiment une injonction très simple à comprendre avec une solution. Donc, ça ne marche pas très bien. On peut utiliser d'autres émotions. La surprise. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler. Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire ? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. Vous voyez, c'est une très très bonne publicité. Excellente. Là, on est vraiment sur la bonne campagne, bien pensée. Voilà. Et après, il y avait une campagne presse où on voyait ça, et sur la première page. Et la deuxième, c'était « Ne vous laissez pas rouler par la cigarette ». Très très bonne campagne. On comprend bien que là... Voilà. Autre exemple que je vais vous montrer. Younger, smaller, lighter, fuller, tighter, thinner, softer. It really works. Donc c'est une publicité pour Dove. Vous allez vous dire, elle a changé de sujet. Non, mais je suis bien dans mon sujet, vous allez comprendre. Donc Dove qui explique que il faut parler à votre fille avant que l'industrie de la beauté lui parle. Alors, c'est bien, mais c'est un peu... il s'approprie, lui, il ne parle pas de la beauté, etc. Vous voyez, c'est un peu à côté. Et voilà la réponse qui lui a été faite. Parce que les publicitaires, ils se répondent les uns les autres.
to Dove before it's too late. Vous voyez que c'est intéressant quand même. Donc là, oui, 98% de la forêt sera abattue d'ici à ce que cette jeune fille ait 25 ans. Parler à Dove avant... Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle ça. On appelle ça du greenwashing, juste pour que vous connaissiez le nom, ou éco-blanchiment. Cette stratégie qui consiste à se donner une image, mais une image fausse, faussement écologique, faussement, bien loin des pratiques réelles. Et donc il faut être attentif parce que moi j'aime beaucoup la deuxième campagne. Je trouve qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le consommateur il n'est pas idiot, il connaît, il voit les choses. L'économie est mondiale, donc il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Donc attention à ces publicités, les deux qu'on a vues là, elles utilisent des heuristiques, on vous montre des images, la pauvre petite gamine, ils utilisent des biais cognitifs, des biais de perception, beaucoup d'émotions. Le but de Dove, c'est quand même vendre plus. Donc attention à l'utilisation comme ça de tout ce qu'on a vu, heuristique, biais cognitifs, etc. Parce que ça peut être aussi pour vous vendre davantage. Et je voulais finir sur cette magnifique campagne que vous avez chez vous. Magnifique. Très réussie. Parce qu'on a tout. On a les émotions, mais... Ah, vous voyez pas? Si. Vous la connaissez pas? Te ora noa ravau I te hoe urar a mate ei. Tere mate ei te maumea atua. Hey, honey, waini ne yo, whatever tawa. Nā tau I pō. Ai o mai, te vei whahora te ngā eri la te ia. Aha, te nā. E sama te e, ai spai. Ko tamatawo I tō moho I te tea tupo. Hopu te au. No reira, ane hei patao a whae ai one. E tamata e a tau? Ai tā wau I te. Are, a tamata hau enoa e teimi. E tae ino. O maoro e a tau. Are. Rav ei noa ho I taime, no te haa mue, hei mei te riari. E ita I roa I te tāpea. Nea viti roa. Ai, rapro tau. Te vera ta oe? Ai tā. O prau e nevo iau. Te whāhu tāu. Ei tane e? Hamu I tu. Ha vera. Ma whawhauro vo iau e. A pō e ne. Mo e te maumea atua. Te maumuemea, te here, te mehui. I aura, hi ara au ki aure e te mau ure atua. E ita te ais e whahere noa e.
pauroa oia. Tēnoa tuitu ui huurara. No reira, ane hei patao a whae ai une, e tamata ia tau. Aita, e itaroa tuvo e tapea i te reira. E whātau. Aita vo e hin aro e tuinu i tō orara. O oi atoa, a whaea. Aita e fōf ana taua. E here taua ia taua. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de trop de jeunes au Fénois. J'ai accepté ce rôle pour dire non à l'ice. A taho e tatou no te pato e te ice. Alors il y a une version plus courte, hein. Là j'ai mis la version longue parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Il propose une solution en fait. Ben, c'est savoir, oser répondre à son petit ami. Ouais. Elle n'est pas assez... Ouais, ouais. Oui, il y aura j'ai quasiment fini. Donc, moi, je trouve qu'elle est très bien faite. Voilà, elle a donné lieu à beaucoup de manifestations, beaucoup de... Voilà, sur Instagram, là, vous l'avez vécu, mais moi, je l'ai trouvé sur Instagram et je trouvais ça vraiment formidable, quoi. Il y a eu un engouement parce qu'elle montre aussi... là, il faut mettre le son, mais enfin... Agro, qui ne s'occupent plus de leurs enfants. Je comprends la colère des parents. Polynésien face à ce fléau-là va nous permettre aujourd'hui justement d'avoir encore plus de force pour rencontrer nos autorités et faire en sorte véritablement des actions concrètes soient mises en place. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc moi je trouve qu'elle est très bien faite, en plus la campagne là d'affichage, on voit bien que c'est no ice, enfin on voit bien la personne coupée en deux, hein, qui illustre bien aussi cette dualité qu'on a, Eros, Thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort, j'hésite entre le bien et le mal, voilà, et je trouve que voilà, les visuels ils sont bien choisis, je trouve que c'est et l'engouement que ça a généré. Donc en conclusion, après on passera aux questions. Donc les émotions, elles sont très efficaces en communication, mais attention à la manière dont on les utilise. Hein, mais quand on est dans la santé publique, l'environnement, les grandes causes, ça marche très bien et il faut y aller. Il ne faut pas trop faire appel au raisonnement des gens. Il faut au contraire toucher leurs émotions, la peur, la surprise, l'humour, l'ironie, l'amour, tout ça, ça fonctionne bien quand c'est pas trop fort. Parce que l'intensité des émotions trop extrêmes, ça marche pas. Donc il faut rester dans la nuance et on préteste les publicités avant pour savoir si ça marche. Et il faut toujours inclure une solution, une recommandation relativement facile à mettre en œuvre pour que chacun puisse contribuer. Et j'ai mis un petit... Et par exemple, demander à des enseignants-chercheurs comme Michael ou moi, d'autres enseignants qui sont en psychologie sociale, qu'est-ce qu'ils pensent des visuels et comment on pourrait les améliorer. Trop souvent, c'est des choses qui sont faites en agence sans aller chercher ce que des experts, eux, pourraient proposer. Voilà, donc ça, c'est ma conclusion. Et là, effectivement, je suis ouverte à toutes vos questions sur quel que soit le sujet. Merci beaucoup Virginie pour ce partage et puis pour cette intervention qui nous
mais dans toutes les émotions. Et donc, voilà, ça fait peur aussi, parce que finalement, on se dit que on est guidé par des émotions, mais en même temps, on est manipulé par des émotions aussi. Donc, voilà, c'est à faire voilà. Quelque part, il faut formaliser, il faut toujours revenir sur les émotions, c'est ça? Puis tenter de les identifier, parce que vous avez assez bien identifié quand même. Vous avez dit ça fait peur, ça c'est de la tristesse. Donc toujours se dire, mais qu'est-ce que je ressens, et voir si c'est de la manipulation ou pas en fait. Est-ce qu'on cherche à vous vendre quelque chose, ou est-ce qu'on cherche à vous faire aller vers un comportement qui va être plus bénéfique pour vous, pas pour une marque ou quelque chose, pour soi-même. J'ai cru comprendre que vous avez une question. Bonjour. Vous m'entendez ou pas? Oui, ouais. Oui. Alors, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence que j'ai trouvée très intéressante. Alors, vraiment, j'ai tout apprécié, mais j'avais vraiment une remarque à faire par rapport au film sur l'ICE, justement. Moi, je suis infirmière en promotion de la santé. C'est mon travail d'intervenir auprès des jeunes, des parents sur différentes thématiques de santé. Moi, je suis horrifiée du film. Pour moi, il y a plein de problèmes dans ce film. Et moi, je voudrais savoir, que pensez-vous de ce film qui sera diffusé dans les collèges, auprès des collégiens, pour prévenir de l'ICE? Non, j'ai pas dit que l'ICE c'était quelque chose de bien. J'ai juste demandé. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai demandé qu'est-ce que vous en pensez de diffuser ce spot auprès des collégiens. Mais justement, je connais aussi des enfants qui sont dans ce cas-là, et en fait, je pense que ça ne va toucher aucun enfant. Après, j'imagine de quoi, le film ou l'ICE? Le film, je veux dire. Ah, le oui. film ne va sensibiliser. Enfin, je pense que mais personne oui. ne se reconnaîtra dedans. Et personnellement, je ne le trouve pas particulièrement choquant ou grave, mais juste, je ne pense pas que le message, il est très réducteur, et je ne pense pas que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette situation. En fait, le problème aujourd'hui avec ce film, c'est qu'il nous a été demandé, nous infirmiers, d'intervenir dans les collèges en utilisant ce support-là pour faire de la prévention sur l'ICE. Donc moi, je suis un petit peu embêtée parce que moi, je vois à peu près 10 problèmes dans ce film. Et effectivement, pour moi, il n'est pas du tout adapté à la population vers laquelle on va envoyer ce film. Et moi, je suis très gênée par rapport à ça, parce que, effectivement, quel Polynésien se reconnaît dans cet appartement de Popa? Moi, c'est déjà le premier truc que je me dis. L'environnement, déjà, il ne ressemble pas du tout à un environnement de Popa. Zéro soutien du compagnon. Le consentement sous produit, il n'est pas valable. Premier sujet qui pose problème. Les réalités des effets, parce que les effets, ils arrivent sur du long terme. Là, on dirait qu'elle prend deux trucs d'ICE et qu'après, elle devient complètement paranoïaque, etc. Le mec, il a l'origine du problème et il lui renvoie qu'il la dégoûte et il s'en va. Zéro soutien aussi. Bref, je trouve qu'il y a des milliards de trucs qui ne vont pas dans ce film, et moi je suis hyper gênée parce que, oui, bien sûr, il faut faire quelque chose par rapport à cette problématique. La campagne d'affichage, il y a différentes, parmi les infirmiers et personnels de santé, différentes perceptions, mais par rapport au film, on est très embêté de devoir utiliser ce film vis-à-vis des jeunes. On trouve qu'il n'est pas du tout adapté. Voilà. Donc c'était mon ressenti. Et moi, je travaille en promotion de la santé. Pour faire passer des messages de santé, il semblerait qu'il soit plus efficace d'utiliser des messages positifs plutôt que la peur. Voilà. Donc, et c'est pour ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce film parce que voilà, je suis très embêtée. Ensuite, on fait porter la responsabilité à l'individu et à aucun moment on se demande pourquoi les gens consomment, à aucun moment on se demande pourquoi les gens vendent, pourquoi les gens essayent de se faire de l'argent avec l'ICE et qu'est-ce qui est fait par la Polynésie, puisque apparemment la Polynésie dit stop à l'ICE. Qu'est-ce que fait la Polynésie pour permettre moins de précarité, pour permettre à des gens d'avoir d'autres ressources plutôt que
de faire du trafic, etc. Donc moi je trouve qu'on fait porter la responsabilité à l'individu et c'est un problème sociétal. Voilà. Donc désolée si je suis un peu sortie du cadre, mais je trouve que c'est hyper important d'y faire attention et de faire attention à comment on va traiter ce problème qui est un vrai problème. Voilà. Désolée. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord. Et les personnes, dont des enfants qui sont tombés là-dedans que je connais, c'est pas du tout arrivé dans ce genre de circonstances. Et c'est plutôt un problème d'environnement, de classe sociale, de problème avec le social aussi, parce que beaucoup sont des familles suivies par les assistantes sociales. Enfin, c'est plus un problème sociétal que réellement on te propose en soirée. Et... Bon, bien sûr que ça existe, je dis pas le contraire, mais personnellement, c'est pas les réalités que je connais, dont des enfants malheureusement aussi. Parce que du coup, il y a des dealers qui vont vendre dans les écoles primaires maintenant. Mais, alors moi, j'ai vu cette communication un peu différemment parce que je pensais qu'il y aurait un spot publicitaire réduit de 30 secondes à la télévision, avec pour objectif l'adulte, pas l'enfant de 14 ans, évidemment. Là, on lui donne des idées. On lui dit, regarde un peu ce que tu pourrais faire. Donc, la cible, pour moi, en fait, c'est la maman ou le papa d'une jeune fille qui est dans ses premières amours et qui n'a pas trop d'idées, n'ose pas trop s'affirmer, et dire à sa fille, par exemple, tu sais, attention, si t'en proposes, tu dis non. C'est ça, moi, où je dis qu'il y a une recommandation, c'est qu'à la fin, elle lui dit non, et elle a... Bon, alors, c'est pas très clair, il pourrait y avoir un numéro vert, il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses, hein. Mais effectivement, pour moi, elle n'est pas du tout destinée à un public enfant. Donc au collège, au collège, on fait beaucoup de choses. Ouais. Comme on leur explique. Ouais. On a tendance à justement penser que l'information... on revient... On fait appel à la peur, on fait appel à l'angoisse, on fait appel à toutes ces émotions-là, mais pas à l'information. Il n'y a pas vraiment d'information. Mais je confirme, vraiment pour le film. Donc en tahitien, il parle en tahitien. Déjà, je pense que le public jeune, il est moins tahitianophone. Donc, mis à part cela, mais aussi au niveau de la justesse des phrases, c'est à revoir aussi. Oui, c'est beaucoup à revoir. On dit qu'il faut souvent que si on dit un enfant ne tombe pas, il va tomber, que du coup il faut tourner toujours les choses positivement. On reste vigilant ou regarde bien où tu t'accroches et du coup dans la publicité est-ce que ça a un impact justement le côté de faire attention, pas ne prends pas d'ice, ose dire non, on est nouveau dans les choses négatives. Est-ce qu'on pourrait tourner ça avec des choses plus positives? Oui, on pourrait montrer, c'est un peu ce qu'il y a là, ice no ice, c'est-à-dire elle est jolie et là elle n'est pas belle, enfin vous voyez, mais bon, on pourrait, oui. C'est vrai que là, on est sur un scénario assez classique où on voit la personne et elle prend le produit, elle va pas bien et après on lui fait une deuxième vie où elle va bien. Donc, mais c'est vrai que souvent, là j'étais sur vraiment l'appel à la peur. Mais on peut faire, j'ai un très beau visuel justement où l'appel à l'amour, que je ne vous l'ai pas mis, où on peut faire comme ça. On peut aller en positif et ça marche mieux parce qu'il y a moins de résistance. Le problème de l'appel à la peur, c'est qu'il y a des résistances. Et on se dit, ah non, mais moi, une fois, ça ne marchera pas. Ah, mais moi, je suis vigilant. Moi, je contrôle ce que je fais. Puis moi, j'en prends pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça qui ne va pas dans l'appel à la peur. Donc, quand on a des visuels plus où on est plus sur l'amour, ça marche beaucoup mieux. Je ne sais pas si je peux vous passer le visuel. Je pense que je dois pouvoir le trouver pas trop loin. Le visuel sur l'amour qui marche très très bien, mais je pense que effectivement c'est mieux de faire tac tac tac, ça va être là, visuel, je pense que c'est là, grande cause, FG, grande cause.
J'en ai tellement. Je me suis peut-être mis dans un truc un peu compliqué. Vaccins sans frontières, grande cause, c'est sur le cancer, voilà. C'est une publicité pour qu'on donne pour la recherche sur le cancer, je trouve très bien faite. Parce que pendant tout, on ne comprend pas, donc on est un peu accroché. On se dit, qu'est-ce qu'elle fait cette petite fille, etc. Et on comprend qu'elle veut donner ses cheveux et que nous, on peut peut-être donner un peu d'argent aussi. Vous voyez ? Là, on n'est que dans du positif quasiment. Ça part dans du négatif, qu'est-ce qu'elle fait cette petite ? Pourquoi elle se coupe les cheveux ? Et puis après... Donc effectivement, ça, c'est plus subtil. Mais c'est des sujets compliqués, hein, parce qu'en fait, les cibles différentes vont réagir différemment. Là, une cible de collégien, il faut aller sur un message choc du type un consommateur sur 2 meurt précocement, ou enfin avec des chiffres chocs. À mon avis, hein, il ne faut pas... Oui, je voulais parler d'un autre problème de santé publique, qui est aussi un problème de société, et qui touche un problème majeur pour les enfants et les adolescents, c'est l'usage des écrans. Est-ce qu'il y a beaucoup de publicités qui parlent de ça ? Je pense qu'il y a urgence. Moi, je suis enseignant à l'école primaire. C'est une catastrophe. Les enfants, ils me disent que je suis fâché. Quand je leur demande comment ils se sentent, ils me disent je suis fâché parce qu'on m'a confisqué mon Vini. Je suis heureux parce qu'on m'a rendu mon Vini. Le Vini, c'est le téléphone local. Et j'entends, hier, je discutais avec une maman qui disait que son fils de 2 ans hurlait s'il n'avait pas le téléphone en mangeant, et qu'ils n'arrivaient pas, les parents sont démunis. Et moi, je vois à l'école primaire, les enfants qui sont en âge d'apprendre à lire au CP, eh bien, c'est une catastrophe. Ils n'arrivent plus à se concentrer, ils n'arrivent plus à apprendre. Et là, je pense qu'il y a urgence, vraiment urgence à s'unir pour aider les parents à lutter contre, à réguler l'utilisation des écrans. Et si on ne le fait pas, ça va être de pire en pire. Les enseignants vont être de plus en plus en difficulté à l'école et ne vont plus pouvoir assumer leur charge. Donc on doit vraiment travailler tous ensemble. Et je pense que l'école peut être initiatrice de ce projet, mais le territoire, les communes doivent s'associer. Vraiment, c'est un projet de société. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui se font déjà là-dessus ? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont partants pour un projet comme ça ? Est-ce que vous êtes partants ? Enfin, moi, je cherche, voilà, je lance, je sème des graines autour pour essayer de trouver des partenaires pour ce grand projet de société. Et la Polynésie pourrait être l'initiatrice après pour la métropole, voilà, enfin, parce que c'est vraiment, il y a urgence, vraiment. J'entends des collègues, on avait une formation de 3 heures sur l'accessibilité aux apprentissages. Pendant 2 heures, les collègues ont parlé de leurs difficultés à faire classe avec des enfants qui sont là, vides, qui n'écoutent plus, qui ne comprennent pas, qui ne parlent pas à l'école maternelle. Donc, vraiment... Là, la publicité, donc aider les parents à réguler l'usage des écrans. Oui, alors moi je partage tout à fait. Le problème des écrans, c'est un problème majeur. Ça serait quand même un peu, je dirais, un paradoxe que d'essayer de lutter contre les écrans par les écrans. Donc moi je pense que la solution, elle doit plutôt venir de la législation. Parce que le problème, il est trop important pour que ce soit juste des pubs. Si on prend par exemple TikTok, je veux dire, on gave nos enfants de TikTok. Donc ils ont pris l'habitude, ils regardent 2 secondes un visuel, je jette, je prends, je jette, je prends. Donc ils ont une attention qui est hyper stimulée.
ce qui génère beaucoup de dopamine dans le cerveau, donc ils adorent, parce que c'est le système de la récompense, hein, c'est comme quand on donnait des bonbons, mais maintenant le bonbon, c'est les images. Donc ils adorent et ils ne peuvent pas s'en décoller, ils sont accros, complètement accros aux écrans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un produit qui a été inventé, qui est chinois, et qui est interdit en Chine. Donc je trouve ça assez intéressant de se dire, ils nous vendent leurs trucs, nos enfants deviennent tous accros, mais eux, les petits Chinois, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas accès à TikTok. Hein. C'est interdit en Chine. Donc c'est quand même extraordinaire, ça. Donc moi, je pense que ça dépasse le niveau de la publicité. Il faut faire de la législation. Et là, il faut empêcher les écrans dans les écoles, mais c'est une évidence. Moi, j'enseigne à l'Université de Calédonie en master. J'ai les masters là, master 1, master 2, avec leur écran, ils sont là. Un jour, je me suis énervée, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Je sens que je n'ai pas... Là, vous êtes plus captivés que mes étudiants. Je leur dis, maintenant, ça suffit, j'en ai eu marre. Je dis, on va faire plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus rien. J'ai distribué du papier à tout le monde, un crayon. Vous allez noter à l'ancienne, on va faire old school. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Virginie de Barnier, elle va faire cours old school. Ils étaient très mécontents. On a fait tout le cours. Ils ont eu des résultats bien supérieurs. Et à la fin, ils sont venus me voir et m'ont dit, c'est beaucoup mieux, madame, c'est beaucoup mieux. Seulement, c'est des grands, ils sont... Voilà, on peut le faire. Mais chez les petits, c'est catastrophique. Hein. Alors, je ne parlais pas des écrans dans les écoles, je parlais des écrans à la maison. Les enfants, ils rentrent à la maison, ils prennent le téléphone et ils sont sur le téléphone. Et, oui, là, on ne pourra pas légiférer, merci. Légiférer sur l'utilisation à la maison. C'est pour ça que je pense quand même qu'une campagne de publicité me paraît incontournable. On ne peut pas légiférer sur ce qui se passe à la maison. Après, on peut... Mais oui. Mais les parents, ils sont quand même un peu... Enfin, ils sont un peu... Moi, par exemple, je prends assez régulièrement l'avion pour retourner en métropole. J'ai 8 heures d'attente à Singapour. 8 heures d'attente à Singapour, je vois des couples, j'ai envie d'aller les voir et de leur dire « Mais par pitié, arrêtez !» Mais je ne le fais pas parce que je suis bien élevée. Pendant les 8 heures, elles mettent leurs gamins, ils sont grands comme ça. Ils les mettent... Pendant 8 heures, le gamin, il se gave d'images. Ah, c'est sûr qu'il ne demande rien, il est gavé, il est biberonné d'images. Mais je me dis, mais 8 heures à Singapour, faire ça, mais le môme, ça veut dire que... En fait, c'est facile aussi pour les parents, parce que l'enfant, il est calme, il ne demande rien d'autre. Donc, moi, je pense que ça va passer aussi par l'interdiction, mais l'interdiction formelle, quoi. Faut qu'on réagisse. Hein. Ouais. Complètement. Ils savent, et puis ils ne savent pas, plus d'esprit critique, ils n'arrivent plus à mémoriser, ils n'arrivent plus à... Alors, pendant les émeutes, le gouvernement de Calédonie, oui, tout à fait, avait coupé TikTok. Parce que tout passait sur TikTok, c'était catastrophique. Hein. Donc les gens se disaient, oh là là, mais c'est... Voilà, il y a eu une... Ouais. Et ils avaient interdit TikTok sur le territoire pendant plusieurs jours. Hein, on n'a plus eu TikTok. Donc on sait faire quand on veut. Quand il y a urgence, on fait. Et en Australie, il n'y a pas TikTok. Enfin, il y a plusieurs. Où en Australie, c'est légiféré. Il n'y a aucun écran à l'école. C'est ça. Tac. Non mais j'avais fini Virginie. J'avais fini là-dessus en fait. Hein. Enfin c'était juste ça. Après si tu veux changer les choses, c'est pas une affiche. Si une affiche, on pouvait changer les comportements, ça se saurait. C'est de la magie ça. Et c'est toujours voilà, faut prendre les problèmes, faut légiférer, faut de partout quoi en fait. Hein. C'est autistique. Ouais. Oui, mais que ce soit l'écran ou l'addiction, en fait, on revient à nos émotions. C'est
C'est, en fait, c'est notre cerveau. Hein, c'est des, en fait, c'est des à ce shooters niveau-là, les d'endorphines. émotions. Comment contrôler ces émotions pour en faire de bonnes émotions pour que ça marche au niveau des messages. C'est juste tout ça. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, on a des applications avec des jeux à la con, où on est capable de passer des heures dessus si on ne fait pas attention. Et ces jeux à la con, ils sont pleins de couleurs. Il y a plein de couleurs avec plein de trucs qui se passent, des surprises, des tombolas, des trucs comme ça. Par exemple, les jeux de hasard, eh ben, c'est de l'endorphine qui, quand on est à la machine à sous, quand ça tourne comme ça, là, c'est des shoots d'endorphine. Le cerveau, c'est du bonheur. Et c'est pareil avec les graisses saturées, c'est pareil avec le sucre rapide. Tout ça, c'est des shooters d'endorphine. Du coup, on devient addict très vite. Et la Silicon Valley connaît très très bien ces systèmes-là, quoi. Enfin, et pour revenir sur la campagne choc, là, alors c'est pas une campagne qui va changer les pratiques, et voilà. Ça, voilà. Par contre, moi je la trouve intéressante parce qu'elle peut changer les représentations. Sur le tabac avant c'était Marlboro, c'était le cow-boy, c'était Marilyn Monroe, c'était le sex appeal. En France, on a eu les campagnes choc, fumez-tu, et ça a changé la représentation, combiné à l'interdiction de fumer dans les bars. Donc on arrête de philosopher au comptoir du troquet. Donc ça, il n'y a plus ça. Et puis il y a le coin fumeur qui est repoussé le plus loin possible, qui devient glauque en fait. C'est un endroit où tu n'as pas envie d'être. Et en fait, le sex appeal de la clope, il est tombé. C'est-à-dire que avant, tu fumais parce que tu avais l'air plus malin, plus intelligent. Enfin, tu étais dans le move, quoi. C'était valorisant. Aujourd'hui, tu as l'air d'un con à fumer parce que ça a changé d'image, ça a changé de représentation. Une campagne comme ça, accompagnée d'autres mesures qui vont dans le sens-là. Et comme tu disais, Virginie, le fumeur, il ne voit pas la campagne. Non, le fumeur, j'ai fumé, j'ai pris mes cigarettes dans le paquet où c'était « fumez-tu ». Oui, mais comme tu disais, un fumeur sur deux en meurt. Ouais, c'est pas moi, c'est mon pote qui fume sa clope avec moi. Mais par contre, ça donne beaucoup moins envie d'y aller à celui qui ne fume pas. C'est-à-dire que c'est plus le cow-boy, c'est plus Marilyn Monroe, c'est plus ça. Socialement, c'est beaucoup moins désirable. Et du coup, c'est essayer de disqualifier le comportement pour le rendre moins désirable socialement. Mais c'est un effet à long terme, en fait. C'est pas... voilà. Ouais. Une dernière question. Bonsoir. Alors, je suis enseignant-chercheur à l'Université de la Poésie française, en psychologie clinique. Et alors, c'était le sujet, la manière dont tu l'as traité, psychologie sociale, mais je trouve que cet aspect des besoins individuels. Les gens consomment des addictions parce qu'ils ont besoin de satisfaire des besoins individuels. Alors c'est sûr qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent, mais je crois au pouvoir, à l'autodétermination des individus. Alors c'est un long chemin, mais bon, il y a le côté psychologie clinique, les émotions. Les besoins, alors je pourrais parler pendant des heures sur la question, on n'a pas le temps, mais c'est quelque chose. Quel besoin cherche à satisfaire la personne qui consomme, que ce soit de l'alcool, du tabac, ça. Et ces besoins-là, alors je ne vais pas parler trop longtemps, mais alors je vais rebondir un peu sur le collègue professeur des écoles. Je comprends un peu mieux pourquoi j'ai corrigé les pires copies de ma vie le week-end dernier. C'était hallucinant. Et je suis content, alors c'est un peu négatif ce que je vais dire, je suis content de partir à la retraite parce que d'après ce que tu dis, mais qu'est-ce qui va arriver à l'université, quoi ? C'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Et je pourrais résumer la chose, je dirais, l'IA et les écrans sont en train de ravager la majorité de l'humanité, en train de nous légumiser, de nous lobotomiser. Et alors, une activité dans un cours, c'était le projet professionnel, ils travaillaient en groupe. Et je leur ai dit, n'utilisez pas les portables, parce qu'ils devaient faire des recherches. Et c'était un bonheur de les regarder, se parler. C'était du pur bonheur. J'avais jamais vu ça, je ne vois pas dans les autres cours, bon, le contenu s'y prête aussi. Mais pour finir, pour conclure, donc c'est les besoins individuels. On cherche tous à être heureux et à souffrir moins.
Et il se trouve que ces substances ou ces activités cherchent à satisfaire ces besoins de manière destructive. Il y a des moyens beaucoup plus... Je vais finir sur une note positive. Il y a des moyens constructifs qui permettent d'être plus heureux. Et la méditation, par exemple, ça permet la sécrétion de sérotonine et de je ne sais plus quel autre... donc il y a des moyens positifs. Donc, responsabiliser les individus, quels besoins ils cherchent à satisfaire et comment ils peuvent les satisfaire de manière plus saine. Oui, c'est très juste. Moi, je voulais compléter là sur les écrans. Il y a puisque avec la remarque qu'a fait Mirose, effectivement, si on lit les écrans aux émotions, l'émotion qu'on est en train d'annihiler, c'est la surprise. Avant, on avait des surprises. On lisait un magazine et tout d'un coup, oh tiens, une publicité qu'on n'attendait pas, etc. Un article sur quelque chose qu'on n'attendait pas. On était dans un monde de surprises. Et on aimait les surprises. Moi, gamine, on achetait des surprises. Je disais à ma mère, oui, achète-moi ça. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Des fois, ça ne tombait pas bien. Des fois, ça tombait bien. Aujourd'hui, demandez aux jeunes. Ils vous disent tous, ah non, je déteste les surprises. Ah, je ne veux pas de surprises. Pourquoi ? Parce que sur les écrans, vous consultez, je ne sais pas, le crochet, comment faire un truc en crochet. Après, vous ne voyez que des crochets. Vous consultez, c'est un truc de fou. Vous regardez une fois une recette, vous n'avez plus que des recettes. Vous dites, non, mais je ne m'intéresse pas qu'aux recettes quand même. Vous voyez, et on réduit votre champ cognitif. Au lieu de vous ouvrir à plein de choses nouvelles, etc., vous ne voyez que... Et c'est comme ça qu'il y a des jeunes qui se suicident, parce que la première chose qu'on fait quand on crée un compte et qu'on dit qu'on est jeune, les premiers... sans même chercher, les premiers messages qu'on a, c'est comment se suicider rapidement, que ça coûte pas cher et ça fait pas mal, etc. Et donc les gamins, après, ils ne voient plus que ça. Et après, une idée qu'ils n'avaient absolument pas peut-être au début devient une vraie idée. Une idée qui s'approprie. Donc on est en train de faire... On n'a plus de surprise, en fait. Tout est prévu par des machines. Il n'y a plus de surprise. Et moi, ça me rend très triste parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la surprise. Des fois, c'est pas bon, mais c'est quand même assez rigolo quand ça se passe bien et que, waouh, c'est super, je ne m'attendais pas à ça et il y a ça qui est arrivé. Et ça réveille un peu les neurones, je trouve. Et là, on est en train de nous endormir avec toujours la même chose, toujours les mêmes histoires. Et pour répondre plus précisément à la question de quel besoin, on se rend compte qu'il y a plusieurs besoins. Alors, bien sûr, le besoin d'appartenance. On fumait parce que, comme tu disais, c'est cool, c'est bien vu de fumer dans les restaurants. Donc, il y a le besoin d'appartenance, il y a le besoin de reconnaissance, d'être reconnu par ses pairs. Ah ouais, j'en prends, c'est cool, donc je suis reconnu. Et il y a aussi un besoin qui est complètement perdu aujourd'hui, c'est la quête de sens. En fait, le problème que beaucoup de gens ont, c'est que leur vie n'a plus de sens. À quoi ça sert de vivre ? Avant, les règles étaient beaucoup plus simples. Alors, elles étaient très contraignantes. On était dans telle caste, on pouvait se marier avec telle caste, etc. Mais au moins, on savait, dans la vie, on avait réussi, si on s'était marié, si on avait des enfants. C'était assez simple. Les règles étaient assez simples. Aujourd'hui, on a voulu donner beaucoup de liberté. Fais les études que tu veux, habille-toi comme tu veux. Ils ont 2 ans, les gamins. Qu'est-ce que tu veux mettre, mon petit chéri ? Mais il ne sait pas, il a 2 ans. C'est à toi, parent, de savoir. Pourquoi tu demandes à ton enfant ? Mais ton enfant, laisse-le être enfant et jouer. Il n'a pas à savoir comment il veut s'habiller. Donc, ni ce qu'il veut manger. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ? Mais où on demande... Enfin, moi, je ne suis pas du tout... Bon, c'est un avis très personnel, mais je pense qu'il faut... Les parents, il faut qu'ils restent parents et il faut laisser les enfants être enfants. Donc ils jouent, ils s'amusent, ils apprennent, ils respectent les règles de la maison. Mais de là à leur demander des questions d'adultes, qu'est-ce que tu veux manger ? Mais il va vous répondre des hamburgers, bien sûr. Donc pourquoi lui poser la question ? Et donc je pense que c'est ce manque de sens. La vie n'a plus de sens. On a donné tellement de liberté. On dit aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Le jeune, il a 17 ans, là. Il n'en a aucune idée. Moi, j'en avais aucune idée à 17 ans. Alors qu'avant, on était fils de chaudronnier, on était chaudronnier. On ne se posait pas la question. Et c'était très bien, on reprenait. Donc, on a voulu donner beaucoup de liberté, mais elle est très lourde à porter, cette liberté. Très lourde. Parce que si vous vous trompez, c'est vous qui êtes responsable. Parce que c'est votre choix.
Alors que quand on a moins de responsabilités, ben, si vous êtes malheureux, c'est pas vraiment vous qui êtes responsable, c'est la société qui vous a... Et d'ailleurs, enfin, je rebondis sur quelque chose de très métropolitain. C'est pour ça qu'en France, on a beaucoup de jeunes femmes françaises, blanches, voilà, qui se convertissent à l'islam. Parce que l'islam, ça leur dit quand manger, quand prier, que manger, que faire, comment s'habiller. Tout est réglé, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Et moi, j'ai interviewé, hein, on a aussi des recherches sur ce thème. Bon, ce n'était pas le thème de ce soir. Mais les jeunes filles qui font ça, elles vous disent, parce que c'est trop compliqué, là. On est tout le temps en train de me demander que choisir. Je ne sais pas choisir. Donc quand je m'habille, ah, c'est trop court, c'est trop long, ah non, mais ça ne te va pas, c'est trop décolleté. Au moins là, maintenant, je mets la burqa, je sais que c'est bien. Mais c'est fou. Mais en fait, je pense que cette société où on a voulu donner beaucoup de liberté aux gens, ben, la liberté, elle est lourde à porter. Et il faut savoir aussi, parfois, en tant que parent, ne pas donner la liberté aux enfants et dire non, le téléphone, non. Tant que tu n'auras pas 12 ans, tu n'auras pas de téléphone. Et voilà, et je pense qu'il faut redonner un peu du pouvoir aux parents, que les parents redeviennent parents et que les enfants restent enfants tant qu'ils sont enfants. Voilà. Merci beaucoup.